Je vais être franc, ce qui a retenu mon intérêt la toute première fois que j'ai entendu parler du Bitcoin, c'est la possibilité de faire des grosses sommes. Donc dès que j'ai compris le fonctionnement global de la technologie, j'ai mis tout ce que j'avais dedans. Fin 2017, quand il est venu chatouiller les 20 000 $, je me suis dit que ça devenait sérieux. J'ai eu une espèce de prise de conscience et j'ai réalisé qu'en achetant du Bitcoin, j'avais surtout fait en réalité une espèce de pari sur l'avenir. En fait, j'aurais été incapable d'expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait s'inscrire dans un système financier que je comprenais de toute façon pas. L'année suivante, quand la valeur du truc s'est lentement pété la gueule jusqu'à atteindre les 3200 $, je me suis dit que j'avais fait une erreur en investissant dans une technologie sans avoir la moindre idée du problème qu'elle pourrait résoudre. Ce problème, je l'ai découvert 4 années plus tard. En devenant indépendant financièrement, j'ai direct cherché à économiser. Mais économiser en déposant mon argent dans un compte en banque, ça revenait à essayer d'accumuler de l'eau dans un seau troué. Ce concept d'inflation, j'en avais déjà entendu parler, mais je m'étais jamais senti concerné. Là, j'ai cherché à comprendre. Et j'ai découvert des trucs qui m'ont cassé les couilles. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que j'ai appris parce que ça nous concerne tous. Et ensuite, je vous présenterai le raisonnement qui me pousse à acheter du Bitcoin chaque mois, indépendamment de son prix sur le marché. Là, j'ai un ami la dernière fois, il m'appelle, il me dit j'ai acheté 1000 € de Bitcoin. Je lui dis mais t'es teubé. So somebody's stealing wealth, and this is very upsetting. So you have more dollars chasing fewer goods, and what do you get? Inflation. That's right. All of us, we learned that in grade school, but apparently some lessons need to be learned and relearned here in this House of Commons. Le Bitcoin répond à une faille qui existe dans notre système monétaire. Et pour comprendre cette faille, j'ai pas d'autre choix que de remonter jusqu'à la naissance de l'idée qui a tout changé. L'idée, c'est de se mettre d'accord sur un bien dont la seule fonction sera de pouvoir être échangé contre d'autres biens. C'est ce qu'on appelle une monnaie. Imagine, on prend des coquillages. Quand je veux tes œufs, je vais te proposer des coquillages en échange. Et toi, même si là maintenant t'as besoin de rien, tu vas les accepter, ces coquillages. Parce que tu sais qu'un jour, t'auras probablement besoin de quelque chose et que ce quelque chose, tu pourras l'obtenir en échange des coquillages que je suis en train de te tendre. En fait, comme on partage la croyance que ces coquillages peuvent être échangés contre n'importe quoi, on les trouve cool, on est toujours prêt à les accepter et du coup ça fonctionne, tu vois. L'utilisation d'une monnaie, ça permet la spécialisation. En fait, on n'a plus besoin de savoir tout faire. On peut maintenant se permettre de produire dans notre domaine de compétences, d'échanger ensuite le fruit de notre travail contre de la monnaie, et par la suite d'échanger cette monnaie contre les produits et les services dont on pourrait avoir besoin. Comme chaque individu est maintenant ultra efficient dans son domaine, la société dans son ensemble est juste 100 fois mieux préparée en cas de guerre, d'épidémie ou de famine, et va se montrer beaucoup plus compétitive que celle qui fait un blocage sur le troc. Dans la même logique, la société qui utilise une bonne monnaie va fumer celle qui utilise une monnaie éclatée. Parce que même si c'est vrai que n'importe quel bien, théoriquement, peut faire office de monnaie, il y a certains biens qui vont mieux faire le job que d'autres. En fait, il y a principalement 3 critères qui rentrent en ligne de compte. Tout d'abord, le bien doit être accepté comme moyen d'échange par un grand nombre de personnes. Si dans ton village, vous êtes que 3 à croire que les coquillages peuvent être échangés contre n'importe quoi, vous serez que 3 à les accepter, et ça va pas fonctionner. Ensuite, le bien choisi doit pouvoir transporter la valeur dans l'espace. Si ta monnaie c'est des noix de coco, ça va poser problème le jour où tu voudras l'échanger contre des trucs dans le village voisin, ou pire dans le pays voisin, ou pire dans le... T'as compris. Pour finir, le bien doit pouvoir transporter la valeur dans le temps. Et là, il y a 2 choses auxquelles il faut faire attention. Tout d'abord, ton bien, il doit pas s'user ou pourrir. En fait, il doit conserver son intégrité physique à travers le temps. Autrement, ta monnaie, elle transportera pas de la valeur de aujourd'hui à l'année prochaine. Ensuite, et là on arrive sur un des points cruciaux de cette vidéo, il faut surtout pas que la quantité du bien puisse augmenter de manière significative. Et pour illustrer tout ça, parce que j'ai envie que tu comprennes bien, on va reprendre l'exemple des coquillages. Et ces coquillages, donc, ils sont 1. acceptés par les gens comme moyen d'échange, 2. facilement transportables dans l'espace parce qu'ils sont petits, et 3. facilement transportables dans le temps parce que j'ai décidé que ça allait être des coquillages très résistants. Leur utilisation comme monnaie permet aux habitants de se spécialiser dans leur domaine de compétences et du coup le village prospère. Mais un jour, depuis son bateau, le mec qui s'était spécialisé dans la pêche et qui du coup avait pu construire des bateaux de plus en plus gros, il aperçoit une île qui avait jusqu'ici encore jamais été explorée. Il débarque dessus et là il découvre en fait que toutes les plages de l'île sont recouvertes des mêmes coquillages que les gens de son village utilisent comme moyen d'échange. Alors t'imagines bien qu'il tient plus en place, il en prend 5000 avec lui et il reprend large direction le village. De là, il va voir les habitants l'un après l'autre et puis il achète ce qu'ils ont à vendre. Il achète des moutons au berger, des vases au potier. Et quand il a terminé... Tu l'as vu celui-là? Quand il a terminé de dépenser ses 5000 coquillages, t'as 5000 coquillages en plus qui circulent dans l'économie du village. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne sur l'île et puis il va refaire le plein de coquillages et puis il recommence ce manège chaque mois. Tu vois, chaque mois, 5000 coquillages en plus. Les habitants, ils sont contents, tu vois, ils ont l'impression que le business marche plutôt bien, tu vois, ils commencent tous à avoir pas mal de coquillages. Et puis un jour, le mec qui vend de la protéine en poudre, tu vois, le vendeur de compléments alimentaires, il se dit que il a beaucoup de coquillages en fait et il pourrait se permettre de lever un petit peu le pied parce que voilà, il a plus besoin d'en vendre autant, il s'enrichit, tu vois. Mais les gens ont toujours envie d'acheter de la prod pour atteindre leurs objectifs. Donc il lui demande de continuer à en produire et le gars les regarde et leur fait OK les gars, je vais continuer à produire comme avant, mais à partir d'aujourd'hui mes prix ils vont faire un x2 parce que de 1, j'ai entendu dire que le potier il allait faire pareil et de 2,
vous avez déjà des énormes réductions avec le code Helio. Donc essayez même pas de vous plaindre, vous n'allez pas trouver moins cher ailleurs et vous le savez. Donc vous passez par le lien dans la description et vous commandez un maximum. Si on se retrouve dans une situation où tout coûte plus cher, c'est parce que chaque coquillage a perdu de la valeur. Cette valeur, techniquement, elle n'est pas perdue. Elle est en réalité transférée chaque mois dans les nouveaux coquillages qui sont ramenés par le pêcheur. Money is growing in supply at more than 4 times the rate as the economy is growing. So you have more dollars chasing fewer goods, and what do you get? Au cours de l'histoire, on a essayé d'utiliser des tas de biens comme monnaie. Des coquillages, du sel, des miroirs, des perles. Mais le truc qui a bien marché, c'est les métaux précieux. Déjà, ils se trouvent sur toute la planète. Il y a donc beaucoup de peuples qui se sont mis à les accepter comme moyen d'échange. Ensuite, ils se transportent facilement dans l'espace. Et pour finir, comme ils sont résistants et pas évidents à extraire du sol, ils transportent efficacement la valeur dans le temps. Maintenant, il y a un métal qui s'est démarqué des autres. Et ce métal, c'est l'or. En fait, il est meilleur quand il s'agit de transporter de la valeur dans le temps parce qu'il est impossible d'en miner des quantités suffisamment importantes pour faire chuter de manière significative la valeur de l'or qui circule sur le marché. Concrètement, la quantité d'or qu'on extrait du sol fait augmenter les réserves mondiales que d'1,5 à 2% par année selon la tranche temporelle que tu observes. À titre de comparaison, pour l'argent, on est plutôt sur du 5, 10, voire 20% de plus par année. Pour permettre alors de mieux transporter la valeur dans l'espace, on s'est mis à échanger des morceaux de papier, des billets, qui représentaient chacun une certaine quantité d'or qu'on avait, elle, déposée dans le coffre d'une maison hyper sécurisée qu'on appelle banque. Par exemple, le franc français représentait 0,29 g d'or. Le mark allemand, lui, c'était 0,36 g. En utilisant des billets comme proxy, on fluidifie les échanges, tout se développe beaucoup plus vite, on atteint des niveaux d'innovation sans précédent, mais maintenant, on a un problème. Le problème, c'est qu'on a maintenant un mec qui a le pouvoir de créer le bien dont on se sert de monnaie. En fait, tout le système repose entièrement sur la confiance qu'on accorde aux banquiers. Le mec nous jure que chaque franc qu'il émet représente 0,29 g d'or qui sont stockés dans son coffre. Nous, on est cool, on le croit. Et sur cette promesse, sur ce lien de confiance, repose le système financier. Quand le 29 juin 1914, François Ferdinand se fait assassiner à Sarajevo, c'est pas des gens comme vous et moi qui se sont tout d'un coup chauffés pour partir sur une guerre mondiale. Donc en gros, dès que les gouvernements européens se sont retrouvés en difficulté financière parce qu'une guerre ça coûte cher, ils savaient que s'ils essayaient de lever des fonds via de nouvelles taxes, ils se feraient chier dessus. Donc comme entre-temps ils s'étaient immiscés dans le système bancaire, ils ont choisi d'imprimer des billets, à partir de rien. Autrement dit, sans que ces derniers ne représentent une certaine quantité d'or qui se trouvait dans les coffres. Donc en gros, parce que les gouvernements savaient que personne n'avait envie de financer un battle royal de 4 ans sur le vieux continent, ils se sont servis de l'inflation pour massivement voler la richesse de leur propre population dans le but de l'envoyer se faire exploser sur le champ de bataille. Imagine ton rêve, c'est d'entrer en école d'art, mais tu te fais rejeter. Ensuite, une guerre éclate et tu te fais envoyer au front. Et après 4 années à commettre des atrocités, tu rentres dans un pays détruit, ruiné, dans lequel aucun projet de redressement semble pouvoir être mis en place parce que la monnaie ne vaut plus rien. Dans ce contexte, il y a moyen que tu aies un peu le seum. Il y a moyen que tu cherches des coupables et que tu trouves des gens à rallier à ta cause. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est le chaos partout en Europe. Quand le franc valait 0,29 g d'or et que le mark en valait 0,36, la conversion, tu l'as fait en 15 secondes, tu vois, c'est une règle de 3. Mais là, comment on fait, en fait? Tu vois, tu peux plus. Donc le commerce international et donc la spécialisation, cette fois-ci à l'échelle macro, c'est fini. Et alors que les dirigeants européens essayent de mettre des accords en place dans tous les sens pour créer un système économique qui ressemble à quelque chose, Hitler envahit la Pologne. Donc là, on repart sur une bonne grosse guerre. Pour les échanges commerciaux, parce qu'il faut toujours acheter des bails de guerre, tu vois, genre de l'acier, du charbon, la monnaie que tout le monde s'arrache, c'est le franc suisse, parce qu'il est toujours backé par des réserves d'or. Pour la Suisse, accepter de faire du commerce avec un camp, mais pas avec l'autre, ce serait violer sa neutralité. Mais se fermer au commerce, ce serait tout simplement un suicide par asphyxie. Donc on a fait du bise avec tout le monde, surtout avec les Allemands. En fait, ils se pointaient chez nous avec l'or qu'ils avaient volé pendant leur conquête, et en échange, nous, on leur donnait des francs suisses qu'ils utilisaient ensuite pour financer la guerre, tu vois. Voilà. En fait, si le franc suisse est une monnaie aussi forte et aussi stable, c'est parce qu'encore aujourd'hui, le pays possède un énorme pourcentage de la réserve d'or mondiale, mais pas aussi énorme que les US. En fait, ils ressortent de la guerre comme première puissance mondiale sur les plans militaires et économiques. Donc ils posent leur grosse couille sur une Europe en sang, et ils nous font la leçon. Ils nous expliquent que comme on est teubé et qu'on sait pas gérer notre économie, quelle humiliation, on va tous indexer nos devises sur le dollar qui sera lui-même indexé sur l'or. Ils nous promettent qu'ils n'imprimeront des dollars qu'en fonction de l'or qui se trouve dans leur coffre. Toujours la même chanson. Du même coup est mis en place le Fonds monétaire international, le FMI, qui va effectuer des contrôles pour s'assurer que tout le monde obéit bien. Nous sommes humiliés. Ça,
c'est les accords de Bretton Woods. 10 ans plus tard, en 1955, les États-Unis se lancent dans une guerre au Vietnam. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Après ce discours, Charles de Gaulle, qui sent que le dollar ça pue, il envoie la marine française de l'autre côté de l'Atlantique avec 150 millions de dollars pour les rééchanger contre de l'or en fait. Alors ça passe, mais les US avaient tellement imprimé de dollars que quand d'autres pays ont souhaité faire pareil en fait, rendre leurs dollars pour récupérer leur or, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. L'interruption momentanée de la convertibilité du dollar en or annoncée par Nixon en 1971 est évidemment encore aujourd'hui toujours d'actualité. Si vous voulez rire et pleurer en même temps, je vous invite à aller sur www.whatthefuckhappened in 1971 et vous y retrouverez une série de graphiques qui montrent un paquet de corrélations entre cette année et différentes choses qui partent en couille dans le monde. This is what I would like you to take away from this. Your money is safe at the banks. The last thing you should be doing is pulling your money out of the banks now, thinking that it's going to be safer someplace else. On avance. Si imprimer de l'argent qui n'existe pas, ça a permis et ça permet encore aujourd'hui de lancer des projets dont on finit au final tous par profiter, la question demeure. Comment économiser? En fait, ce que font tous ceux qui ont de la thune, c'est l'investir dans des actifs, principalement l'immobilier et la bourse. Mais il y a plusieurs problèmes avec ça. Si on prend l'immobilier par exemple, vous trouvez un bien intéressant, une banque qui accepte de te faire un crédit avec un taux intéressant, tu paies un notaire, une taxe au moment de l'achat, des assurances chaque année, tu rembourses l'hypothèque, il faut trouver des locataires, gérer les éventuels travaux, les éventuels problèmes avec les locataires, il faut payer des frais de copropriété, il faut gérer l'administratif vis-à-vis de la copropriété. Et en plus, si tu veux récupérer ton capital, il faut que tu vendes l'intégralité du bien, chose qui va te prendre plusieurs mois. Tout ça en espérant qu'au cours de toute ta petite aventure, en fait, le marché immobilier ne se soit pas crashé. Et puis en dehors de tout ça, investir, ça demande un certain capital. Si je fais 2K5 par mois, j'ai pas d'autre choix que de tout conserver sous forme de monnaie fiduciaire pour payer le loyer, les courses pour la famille, les factures, les assurances. Enfin bref, c'est l'entièreté de mon capital qui est constamment sujette à l'inflation. En fait, on a hérité d'un système dans lequel plus t'es pauvre, plus tu te fais ken. Pour l'investissement en bourse, ok, pas besoin de dizaines de milliers d'euros pour se lancer. Mais une fois de plus, acheter des actions, c'est censé être une manière de risquer ton capital pour investir dans un projet dans lequel tu crois. Mais en réalité, ce que font l'écrasante majorité des investisseurs, c'est de choisir un indice boursier comme le S&P et y entasser leur thune juste pour contrer l'inflation, en fait. Donc, tant que ça crache pas, t'es garanti d'être à zéro. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est une monnaie dont la réserve ne peut pas augmenter. Mais ça n'existe pas. Parce que d'un point de vue pratique, aucune ressource matérielle n'est limitée. On peut toujours extraire plus d'or, plus d'argent, plus de pétrole, parce qu'avec le temps et les progrès technologiques, les ressources inaccessibles ne le restent pas éternellement. La stricte limitation, on la trouvera donc vraisemblablement pas dans le monde physique. Et pour ce qui est du monde digital, étant donné que tout peut y être copié super facilement, c'est difficile d'imaginer qu'on y créera un bien dont la réserve ne peut pas augmenter. Sauf que... tu en doutes un petit peu quand même. Il y a pas longtemps... un pseudonyme, derrière lequel se trouve une ou plusieurs personnes, on sait pas trop, a résolu l'énigme et a partagé la solution au monde entier. Aujourd'hui, on sait comment faire pour raréfier un bien digital. En utilisant la blockchain, Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin, une monnaie digitale dont la quantité est par définition strictement limitée. Environ chaque 10 minutes, des nouveaux bitcoins sont générés par le protocole et distribués en récompense à ceux qui contribuent à la sécurité du réseau. Le système est programmé pour libérer 21 millions d'unités, pas une de plus. Là, selon votre niveau de connaissance du truc, vous avez entre 0 et 3 millions de questions. Je vous encourage à faire vos recherches. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la question qui vous a probablement poussé à cliquer sur cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'achète chaque mois du Bitcoin indépendamment de son prix sur le marché ? La
La monnaie, c'est la technologie dont on se sert pour stocker dans le temps la valeur de nos efforts. Une monnaie qui conserve sa valeur permet aux gens de développer une vision long terme. Elle leur permet d'investir. Comme l'investissement augmente la productivité, la civilisation prospère. A l'inverse, une monnaie qui perd de la valeur pousse les gens à dévaloriser le futur. Les individus qui ne croient pas à l'avenir se tournent vers des stratégies qui se montrent intéressantes sur le court terme, comme le consumérisme, mais aussi la tromperie, la violence ou l'exploitation frénétique de leur environnement. Le système actuel n'a pas été réfléchi. On a lentement glissé dedans à partir du moment où des gouvernements ont souhaité financer des opérations avec l'argent du peuple, sans le consentement du peuple. Et quand on se mange la facture dans la gueule parce que tout se paie un jour ou l'autre, un responsable est pointé du doigt. Le nouveau gouvernement, le pays voisin, une ethnie ou une religion minoritaire. Combien de fois est-ce qu'on a besoin que l'histoire nous prouve que peu importe l'entité à laquelle on confiera la tâche de créer notre monnaie, elle résistera pas à la tentation de nous la mettre à l'envers. Si j'achète du Bitcoin, c'est pas parce que je crois qu'on va se prendre de l'hyperinflation en Suisse. Je pense même que ça arrivera jamais. J'en achète parce que je crois qu'un jour, les particuliers, mais aussi les entreprises, les banques et les États s'en serviront comme moyen de conserver de la valeur. De l'or en mieux, quoi. De l'or digital. Transportable dans l'espace, dans le temps, sans perte de valeur, pouvant être acquis et vendu, comme ça. Alors je comprends que les gens stressent quand ils voient que ces 4 derniers mois, le Bitcoin a presque perdu la moitié de sa valeur, mais une fois de plus, la volatilité sur 3 mois, 6 mois, 8 mois, je m'en tape, je suis pas trader, je veux pas l'acheter et le revendre derrière. D'ailleurs, j'essaie même pas de trouver le meilleur moment pour l'acheter, parce qu'à chaque fois que j'ai cherché à prédire son cours, je me suis fait surprendre. Ce qui m'intéresse, c'est la tendance. Comprenez ? Je stocke chaque mois de la valeur dans le réseau, parce que je pense que sur le long terme, il mettra tout le monde d'accord. C'est pour ça que j'y crois. Fini.